nous devions enchaîner avec... Du coup, les chapeaux s'effondrent quelque peu, mais vous allez voir, nous retombons sur nos pieds à la fin de la journée, avec l'intervention de Thierry Geoffroy, qui nous aurait parlé d'expertise et conservation préventive. Eh bien, nous allons enchaîner avec le patrimoine mondial. Donc, c'est les deux premières conférences, en fait, qui sont interverties. Et c'est donc David Gandreau, qui a d'autres contraintes SNCF, qui va prendre la place de Thierry Geoffroy. Et Thierry nous parlera ensuite. Je lui laisse la parole. De nouveau, merci Catherine de me laisser la parole. Et c'est vrai que j'étais intéressé pour effectivement intervenir une deuxième fois aujourd'hui, puisque la demande était quand même de faire connaître et de faire valoir le fait que ces architectures de terre, et cette fois-ci je vais vous parler de terre crue, de briques crues, au-delà de toute l'importance qu'elle a dans l'architecture vernaculaire, elle est également très importante sur une fameuse liste que l'on connaît bien ici, qui est la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, je vais intervenir sur ce sujet et vous présenter un petit peu ce patrimoine en briques crues, et puis parler de deux dispositifs qui sont mis en place, qui sont le programme WEAP d'une part, qui est la chaire UNESCO sur l'architecture de terre, les cultures constructives et les développements durables d'autre part, et qui sont donc deux dispositifs qui visent à améliorer l'état de conservation de ces patrimoines en terre. Pas que en briques crues, mais en terre en général. Alors, tout part d'un inventaire pour en arriver à cette présentation. C'est un inventaire que le laboratoire Cratère mène depuis au moins 2007, et avec des chercheurs qui sont intéressés à savoir quels étaient les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui étaient des sites en terre. Et bien voilà, je vais vous faire part de quelques résultats de ce travail qui a été poursuivi depuis 2007 et actualisé très régulièrement jusqu'à 2014 pour une actualisation officielle, et encore dernièrement avec du suivi sur cet inventaire. Donc aujourd'hui, en 2018, la liste du patrimoine mondial, que vous connaissez bien, eh bien, elle comprend 1092 biens, dont 883 sont des biens culturels et mixtes, les autres étant des biens naturels, donc qui ne rentrent pas dans les statistiques du coup de notre inventaire. On parle bien des 883 biens culturels et mixtes. Voilà, donc le travail était d'identifier à partir de cette liste les biens bâtis en terre ou en partie en terre, et d'interroger en fait les gestionnaires de ces sites pour en savoir plus. Voilà. Alors, pour retenir ce qu'on qualifiera de sites en terre sur la liste du patrimoine mondial, on a tout d'abord établi quelques critères d'acceptation. Il fallait donc que les biens répondent à au moins un de ces critères, qui soit que la terre est utilisée pour la réalisation des murs. Et là, on a ces fameuses 4 grandes techniques qui sont le pisé, la daube, la bauge et le torchis, et plus de nombreuses variantes. Je vous ramène à la roue des techniques que je présentais ce matin. Il faut que les mortiers de pose pour les maçonneries de pierre ou de briques cuites soient faites avec de la terre. Et là, effectivement, si le site répond à ce critère, il entre dans notre inventaire. La terre doit être utilisée également pour les toitures et les planchers, qui sont bien souvent en liaison avec des structures porteuses en bois, ou que la terre ait été utilisée en enduit ou en peinture, extérieure ou intérieure, ou même que la terre ait été utilisée pour d'importants travaux d'aménagement du paysage, ayant demandé une ingénierie tout à fait particulière. Je pense notamment aux travaux de Vauban, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial et qui rentrent du coup dans cet inventaire, voilà. Avec un important aménagement du paysage pour réaliser ces éléments de défense. Voilà, donc nous avons à partir de là établi une liste dont je vous donnerai le chiffre juste après, un petit peu de suspense, mais nous nous sommes dirigés directement auprès des gestionnaires de ces sites en réalisant un questionnaire
assez simple, tournait autour de 4 thèmes qui sont quelles sont les typologies et les modes de construction sur le site en question, quelle est la situation actuelle du bien en termes de gestion, en fait, en termes de conservation et de gestion, quelles sont les menaces qui sont exercées sur ces biens, et finalement, quelles sont les priorités d'action pour pouvoir intervenir. Voilà. Donc c'est un questionnaire qui est tourné un petit peu comme les plans de gestion des sites du patrimoine mondial sont réalisés, qui ne sont pas seulement descriptifs, mais prospectifs, pour envisager des réponses. Bon, alors, les gestionnaires de ces biens ont reçu des questionnaires comme ça, en ligne, très simples. Donc, vous voyez, c'est des questions qui peuvent amener à des commentaires, mais sur lesquels on répond très souvent en oui ou non, présent ou non présent. Donc ça a été bien reçu. On a eu plus de la moitié de retours de ces questionnaires. Et du coup, on a pu traiter l'ensemble de ces informations de manière statistique, en faisant des statistiques, comme on le voit ici, mondiales, mais également des statistiques par région. Et au-delà même de ces statistiques, nous avons les fiches individuelles pour chaque site, parce que, quelque part, on s'est bien rendu compte que des grandes tendances sortaient de ce type de statistiques, mais comme on le dit en anglais, souvent « each case is a case », et il n'y a pas un site qui soit véritablement similaire à un autre. Donc on a aussi de l'information pour pouvoir répondre site par site. Alors, on y vient. Cet inventaire a fait l'objet d'une publication, pour les 40 ans d'ailleurs, de la Convention du patrimoine de l'UNESCO en 2012 et fait l'objet d'une actualisation de nouveau publiée en 2014. Eh bien voilà, en 2014, on comptait 173 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui sont construits en terre ou en partie en terre. Eh bien, c'est quand même 20% de ces biens, des biens de la liste du patrimoine mondial qui rentrent dans cette catégorie des architectures de terre. Voilà. La mise à jour n'est pas encore publiée. On est aujourd'hui en 2019. On a suivi et décompté chaque année les nouveaux biens. On serait à peu près plutôt à 200 aujourd'hui. Et toujours, du coup, dans une proportion autour de 20% de la liste du patrimoine mondial, qui sont des biens bâtis en terre. Alors, ces statistiques, elles nous aident, en tout cas, elles m'ont aidé à pouvoir accrocher à cette journée d'études sur la brique crue, notamment parce qu'une question qui a été posée était quelle est la technique constructive utilisée? Eh bien, comme vous le voyez, la brique de terre crue l'emporte sur les autres techniques. Et donc, sur les 20% de biens inscrits sur la liste du patrimoine en terre, eh bien, au moins la moitié sont des biens en brique de terre crue, où de la brique de terre crue est présente. Alors, il y a beaucoup de nuances, et je vous invite à vraiment rentrer dans le document qui fait 350 pages, je crois, pour bien comprendre toutes ces nuances qui sont parfois pas simples à expliquer à l'oral, puisque un site, par exemple, peut très bien être en adobe, mais avoir aussi du pisé, du torchis, de la bauge, etc. Tout ça est expliqué dans le document. Alors, c'est bien, on en a vu beaucoup ce matin avec un choix que j'ai décidé de faire plutôt porté sur les régions d'Asie et d'Europe, parce que je les connais mieux, effectivement, et j'avais annoncé ce matin que j'essaierais de rééquilibrer cette présentation des sites en terre, en briques de terre dans le monde, et c'est pour ça que je vous présente, alors sous forme de diaporama, peut-être pas besoin de rentrer complètement dans l'histoire de chacun de ces sites, mais une sélection de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui sont réalisés avec des adobes. Et voilà, le tombeau des Askia, ce type de ville en adobe autour d'une esplanade et d'une grande mosquée, c'est un modèle qui se diffuse beaucoup en Afrique subsaharienne, un modèle d'urbanisme où on retrouve la brique crue en grande quantité. Le tombeau des Askia en étant un, inscrit sur la liste du patrimoine mondial. On a vu 2 fois déjà cette magnifique façade de la mosquée de Djenné. Et ici, je vous montre l'urbanisme, en fait, l'ensemble urbain qui est autour de cette grande mosquée,
et qui est entièrement fait de briques de terre crue. Voilà. Autre exemple très intéressant en Afrique, au Maghreb, cette fois-ci en Libye, c'est la ville de Ghadamès, qui est un exemple particulièrement bien conservé de ce type de ville-oasis, basé sur un principe d'irrigation de la palmeraie, de captation des eaux de manière très intelligente, parfois même avec des systèmes de canate, de cheminement souterrain qui permet d'amener l'eau. Et une fois l'eau arrivée dans ces villes oasis, eh bien de développer une architecture très dense, avec beaucoup de principes du bioclimatisme, et qui en tout cas sont tournés autour de l'économie justement qu'on peut faire de cette eau, et des dispositifs pour permettre de circuler et de vivre confortablement dans ces villes, souvent en pays chaud. Il y en a beaucoup au Maghreb, et on connaît ces villes d'Algérie et du Maroc, qui sont des types de villes oasis qui peuvent plus ou moins reprendre voilà, cet exemple qui, lui, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Voilà. Tout ça est fait en briques de terre crue, mais comme on le voit, la terre dépasse, on parlait tout à l'heure qu'elle dépassait le joint pour se fondre, en un élément. Ici, ça va presque même plus loin, parce que le mobilier est également en terre, les sols sont en terre, les plafonds sont en terre, tout est terre finalement. Sauf les franchissements qui sont faits avec des poutres de palmier. Voilà, alors pour rééquilibrer aussi cette petite injustice de ce matin, le continent américain, je n'en avais pas parlé, il a été évoqué plusieurs fois, notamment par Elsa Rico, et tant mieux. Alors voilà quelques images de ces sites archéologiques, celui de Paquimé, qui fait état de ces peuplements pueblos dans le nord du Mexique, et qui, de nouveau, sont des architectures de terre. Voilà. Et ces cultures pueblo ont perduré très longtemps, jusqu'à même aujourd'hui. Et de nouveau, des architectures qui m'ont beaucoup intéressé les chercheurs de cratères à leur origine, pour les qualités justement écologiques et je cherche le mot, enfin le rapport entre la construction et la nature environnante, qui est très fort sur ce type d'architecture. Voilà. Alors, on ne pouvait pas ne pas parler de Chan Chan au Pérou pour évoquer le patrimoine mondial en briques de terre crue. Donc, voici une des villes, les plus grandes villes en terre de l'Amérique précolombienne, où on retrouve de l'adobe, de la brique de terre crue, mais également une forme de pisé appelée tapial, et une forme de torchis appelée le quincha, et également ces magnifiques bas-reliefs qui définissent une architecture typique de cette culture Tchimou, dont l'apogée se situe au XVe siècle de notre ère. Voilà. Et alors, pour une grande caractéristique de ces villes du patrimoine en terre d'Amérique latine, c'est ces centres historiques réalisés en briques de terre crue et en terre. Et il y en a plusieurs qui sont inscrites, dont celle-ci, Diamantina, au Brésil, où entre 25 et 50% des habitations du centre historique sont construites avec de la terre. Alors oui, dans ce cas-là, il y a de nouveau des briques de terre crue, du tapial et du torchis. Voilà, une autre ville dont Thierry Geoffroy nous a ramené quelques images, c'est celle de Quito en Équateur, qui de nouveau est un centre urbain en terre. Et voilà, ces couleurs aussi très, très représentatives de l'ambiance colorée architecturale des villes au Venezuela. Et là, on est à Coro. Alors, c'est un patrimoine qui est présent. C'est vraiment le message que je voulais donner avec cette première partie de la présentation. Mais on s'est aperçu également que c'est un patrimoine qui est relativement fragile. En tout cas, qui nécessite une protection, étant donné qu'on leur accorde des valeurs universelles exceptionnelles. Et alors, quand je dis fragile,
j'ai dit aussi ce matin que des édifices de plus de 3000 ans laissés à l'air libre et abandonnés sans conservation se maintiennent. Nous avons vu notamment les fameuses voûtes du Ramesseum ou les édifices de Kerma au Soudan ou ceux de Merv encore qui ont été abandonnés pendant plus de 1000 ans dans des conditions extrêmes et qui sont là. Ben voilà. Cette image, je pense qu'elle représente aussi une grande partie de ce qui arrive à ces architectures de terre qui, si elles sont laissées à l'abandon, elles n'ont plus leur toiture d'origine, elles n'ont plus leur système de drainage initial et elles vont subir une érosion comme tout autre matériau et une érosion qui va être naturelle, parfois relativement lente d'ailleurs. Ça ne fond pas complètement tel qu'on peut l'imaginer à la première pluie. Non, il y a des phénomènes de protection physique naturelle qui se mettent en place, qui font qu'à un moment donné, l'érosion peut se stabiliser plus ou moins. En tout cas, certains sites se présentent de cette manière. Mais il faut savoir les conserver. Donc il y aura une intervention sur la conservation préventive. Je pense que vous aurez toutes les réponses aux questions que je soulève juste ici. Par contre, dans d'autres cas, et dans un contexte qui se complexifie, notamment avec des questions de changement climatique, on a affaire, alors je parle de changement climatique, mais il y a également toute la question des conflits qui est extrêmement importante ici. Bref, dans d'autres cas, on a affaire à des destructions beaucoup plus soudaines, beaucoup plus rapides, et voilà. Alors, un des exemples qui ont le plus imprimé les rétines ces dernières années pour expliquer cette destruction du patrimoine en terre par les catastrophes naturelles, c'est la citadelle de Bam, qui fut photographiée en 2002 là, par mon collègue de Cratère, Sébastien Morizet, donc, qui est vraiment un fleuron, un bijou, une icône quelque part pour les terreux, comme on nous appelle des fois, du patrimoine en terre, et qui, le 4 décembre 2003, a été en grande partie détruite par un séisme très dévastateur. Voilà. Alors, comment faire avec ce type d'édifice? Eh bien, 15 ans après, et à coup d'ouvriers par milliers, parce que c'est bien par milliers que les ouvriers sont intervenus sur cette citadelle. Il y a encore 200 ouvriers aujourd'hui qui travaillent en continu dessus. Eh bien, nos collègues iraniens ont réussi avec l'intervention d'expertise internationale, évidemment, au départ, dont nous avons fait partie d'ailleurs, mais ont pris en main les choses pour aujourd'hui redonner à la citadelle tout son faste et ont appris beaucoup au passage. Donc, voilà, c'est bien ça qu'il faut considérer un patrimoine présent, mais un patrimoine dont il faut s'occuper. Et je pense que voilà, une organisation comme l'UNESCO a véritablement pris ça à cœur et en a fait un vrai sujet et a développé un programme qui a commencé en 2007 et qui s'appelle le Programme du patrimoine mondial pour l'architecture de terre. Et on a fait un de ces programmes phares. Il y en a un pour l'eau, il y en a un pour l'architecture moderne, mais il n'y en a pas 100 000 des programmes aussi concentrés à l'UNESCO. Voilà, ça doit tourner autour d'une dizaine de programmes. Il y en a un sur l'architecture de terre. Il y a un site, il y a de nombreuses pages du site du Centre du patrimoine mondial qui sont dédiées. Et tout ça repose sur cette prise de conscience qu'effectivement, l'architecture de terre est l'une des expressions les plus originales et les plus puissantes de notre capacité à créer un environnement construit avec des ressources locales facilement disponibles. Voilà. Donc ça, ce sont des dispositifs en fait, qui se mettent en place, qui vont permettre, on espère, de participer à la réponse à ce patrimoine qui est important mais qu'il faut protéger. Comment on fait? Eh bien voilà, il faut s'en donner les moyens et en tout cas fédérer les connaissances et les initiatives pour capitaliser en fait tout ce qui est fait, tout ce que nos collègues iraniens ont pu faire en Iran. Peut-être qu'on en aura besoin, nous, de nouveau dans d'autres régions. Donc voilà, c'est l'objectif du programme qui vise à améliorer l'état de conservation et de gestion des sites architecturaux en terre à travers le monde. Voilà. Et alors c'est un combiné méthodologique qui va faire de la recherche, mais à partir du site, à partir des réalités de terrain, développer des projets de recherche à partir des réalités de terrain, un peu comme Anne nous l'a expliqué pour LRMH tout à l'heure.
et qui va aussi beaucoup développer d'activités autour de la formation et autour de la promotion du matériau. Donc, désolé, je ne rentrerai pas dans le détail, mais encore une fois, ces documents sont disponibles. Un rapport d'activité a été réalisé pour la première phase qui a duré de 2007 à 2017. Et vous verrez 68 activités dans 20 pays de 4 continents pour lesquels quelques éléments de détail sont présents pour beaucoup et des publications sont attachées à ça. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le programme a été reconduit et il sera reconduit sur une deuxième phase 2018-2028 et se concentrera cette fois-ci sur des sujets vraiment d'actualité dont je parlais tout à l'heure. Que faire en situation de post-catastrophe? Que faire en situation de post-conflit? Voilà, c'est toute la question qui se pose notamment pour l'Irak et pour la Syrie, où énormément de travail va être réalisé. Et puis la problématique urbaine aussi est beaucoup ressortie, notamment des informations qui ont été fournies par les questionnaires dont je parlais en début d'intervention. Et puis, on est rentré aussi dans un nouveau paradigme du patrimoine aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne conserve plus le patrimoine pour le patrimoine. Le patrimoine est vu comme un vecteur de développement, une ressource pour le développement local et un acteur des territoires, en fait. Donc, on va se rapprocher justement de ces spécialistes du développement, de la territorialisation et des économistes, etc., pour entrer dans une approche patrimoniale peut-être plus ouverte, et en tout cas prendre en compte ces nouveaux positionnements théoriques qui sont ceux du patrimoine et développement local. Voilà. Alors, tout ça a créé de l'information, des connaissances, et on essaie de sortir de cette fameuse impasse dont parlait Elsa Rico, de la perte des savoir-faire, parce que l'essentiel pour pouvoir maintenir ce patrimoine, c'est éventuellement l'utiliser pour produire une construction contemporaine qui s'en inspirerait. Eh bien, la première clé, c'est de maintenir les connaissances et les savoir-faire. Donc, je vous parle très rapidement, pour conclure, de ce deuxième dispositif existant et qui participe à ce devoir de diffuser les connaissances, c'est celui de la chaire UNESCO Architecture de terre, culture constructive et développement local et de son réseau UNITWIN. Donc cette chaire UNESCO, eh bien, elle a 20 ans, 21 ans même maintenant, elle a eu 20 ans en 2018, oui, c'est bien ça. Elle est une initiative, de nouveau, de la division de l'enseignement supérieur de l'UNESCO, et qui visait simplement Il y a beaucoup d'actions sur la conservation du patrimoine en terre qui se font dans le monde, notamment depuis 1972, depuis une bonne quarantaine d'années, et les premières conférences mondiales sur l'architecture de terre. Voilà, mais cette chaire vise à aujourd'hui donner un peu plus de cohérence à ces actions qui se développent au niveau mondial, et puis à faire intégrer l'architecture de terre dans les programmes universitaires. Les formations se font sur site, mais très peu encore, en tout cas au moment de la construction de cette chaire, trop peu de formations universitaires prenaient en compte cette question de l'architecture de terre, que ce soit le patrimoine, les matériaux ou l'habitat en terre. Et puis, enfin, faire reconnaître une discipline, parce qu'il n'y a pas de raison. Comme je le disais ce matin, 11 millénaires d'architecture de terre, eh bien, ça forge le caractère, ça crée des références, ça crée l'information. Et avec les situations de guerre et post-mondiale et l'arrivée de nouveaux matériaux, eh bien, tous ces savoirs, il était important de les faire reconnaître de nouveau et de travailler à ça. Donc voici un peu les trois objectifs de cette chaire UNESCO. Alors, elle est pilotée par le laboratoire Cratère, de l'école d'architecture de Grenoble, le laboratoire étant reconnu comme un centre d'excellence sur l'architecture de terre depuis plus de 40 ans maintenant. Voilà. Et donc, sa vocation à cette chaire, c'est d'accélérer la diffusion au sein de la communauté internationale des savoirs scientifiques et techniques sur l'architecture de terre, et ce, dans les trois domaines que sont le patrimoine, les matériaux et l'habitat. Effectivement, elle ne focalise pas simplement sur la conservation du patrimoine, mais elle pense aussi à comment créer un habitat de demain éco-responsable
en utilisant les matériaux locaux. Eh bien, voilà, elle a 40 ans, et cette chaire, et elle a 20 ans, cette chaire, pardon, excusez-moi, et elle compte aujourd'hui 41 institutions qui sont des partenaires, alors de l'enseignement supérieur, et du coup, l'architecture de terre rentre bien dans l'université, des partenaires scientifiques, de recherche scientifique, à proprement dit, et des partenaires de la formation professionnelle. Voilà. Ils sont répartis dans 24 pays. Donc, voilà, c'est comment s'appuyer sur un réseau d'acteurs existants et stimuler tous les échanges autour de ces acteurs et capitaliser année après année les avancées que chacun d'eux font. Donc voilà. On a fait un rapport pour la période 2015-2016, on est en train d'établir le rapport pour la période 2016-2018, et pour le précédent rapport, c'est 15 programmes d'échanges universitaires qui ont été faits sous l'égide de cette chaire UNESCO. Alors, ces programmes et tout le travail, il doit s'appuyer en premier lieu sur les plateformes nationales. Et voilà, il y a beaucoup d'associations ou de regroupements d'associations dans chacun des pays qui se mobilisent pour travailler sur ces questions d'architecture de terre. En France, on a l'association Aster qui est un collectif qui donne l'information sur l'ensemble des acteurs et des professionnels de la construction en terre en France. Donc c'est le portail par lequel entrer si on a des questions vraiment techniques et à poser autour d'une construction en terre. Voilà. Il y a des plateformes, alors je parlais de la plateforme française, mais il y en a dans quasi chacun des pays où vous voyez une petite croix. Il y a des plateformes qui sont plus d'ordre régional, et là il faut citer pour les pays ibéro-américains le réseau Proterra, qui compte plus de 120 membres. Et puis pour le réseau méditerranéen, le réseau Méditerra, qui travaille en réseau régional. Voilà. Il y a des plateformes internationales qui sont importantes aussi, et l'ICOMOS a une branche spécifique qui est ICOMOS ISCIA sur l'architecture de terre. Voilà. Eh bien, écoutez, puisque je crois que le temps est passé, mais l'essentiel a été dit. Je voulais simplement vous dire que la chaire UNESCO porte aussi un certain nombre de projets de recherche tels que celui-ci sur comment apprendre des leçons de l'architecture vernaculaire, ou celui-ci, comment créer des référentiels de compétences et de certification pour la construction en terre. Voilà. Ce sont des exemples de projets de recherche portés par la chaire UNESCO. Voilà. Et évidemment, il y a tout ce qui est formation, avec quelques chiffres, tout simplement. Le réseau a formé plus de 2400 personnes dans le dernier exercice, et a touché 82 formations courtes et 8600 personnes en formation sur site dans le même exercice. Voilà. Je vous remercie. Je ne vais pas prendre la parole sur mes collègues et leur laisser la chaire. Merci David, et surtout merci à Catherine de nous avoir invités pour cette journée. Donc, je pense qu'on peut lancer, comme on est en retard, si j'ai bien compris. Je vais essayer d'aller vite. Bon, juste un petit mot d'introduction. J'essaie en 20 minutes de vous présenter à peu près 30 ans de travaux sur le patrimoine. Alors pas 30 ans plein, mais 30 ans d'expérience, notamment au départ avec l'ICROM qui était venu nous chercher. Mais on était plus sur l'habitat à ces moments-là, l'habitat des plus démunis. C'était notre intérêt initial de l'architecture de terre. Et donc l'ICROM est venu nous chercher pour les aider à travailler justement sur le développement de formations. Et donc on a commencé avec eux en 1989, et j'ai eu la chance de fréquenter notamment M. Alejandro Alva, qui a été d'une grande inspiration pour moi, et puis aussi pour une notion dont j'ai tenu qu'elle soit dans le titre de cette présentation, c'est la notion de conservation préventive, qui est pour moi quelque chose d'essentiel. Alors, préventif, pourquoi ? On a vu dans les présentations précédentes de cet après-midi qu'on est dans des matériaux relativement fragiles. Je
dis bien relativement, avec des graduations, bien entendu. Alors, c'est fragile quand c'est cuit. Quand c'est cru, c'est éventuellement encore plus fragile, bien qu'il y a beaucoup de variantes. Et pourtant, des bâtiments ont parfois jusqu'à plusieurs millénaires. Alors, pourquoi ? Pas de réponse. Vous me laissez répondre. Bon, pour nous, c'est l'architecture, tout simplement. C'est l'architecture telle qu'elle est conçue, qui a prévu des dispositifs pour empêcher que les dégradations dont on a parlé puissent se faire. Donc, dans la conception de l'architecture de terre, il y a toujours des principes qui sont en fait des principes qui préviennent la dégradation des matériaux. Donc, pour nous, en fait, architecture de terre, conservation préventive, ça va quasiment ensemble. Et donc, je vais venir un petit peu là-dessus. Donc, d'où notre intérêt et d'ailleurs un certain nombre d'articles que j'avais eu à faire sur ce sujet, notamment si ça vous intéresse, donc dans les actes de Terra 2012 où il y a un article sur la conservation préventive. Alors, je vais commencer avec des briques de terre. On voit ici, alors l'image qui a été choisie pour la présentation de cette journée donne un peu l'impression que c'est très facile. Effectivement, c'est très facile de prendre de la terre, de la mélanger avec de l'eau et de la mouler dans un moule. Donc, ça donne aussi un peu une impression de facilité. Je vais essayer un peu d'édulcorer ça, dans le sens où, bon, c'est finalement pas si facile. Dès qu'on veut passer à une échelle de grande fabrication, comme on voit ici en Libye, donc à Gadamès, que nous a montré David tout à l'heure, c'est quand même aussi toute une organisation pour arriver à produire des quantités suffisantes. Et c'est un travail un petit peu difficile. On a vu aussi tout à l'heure des images de moulage où les gens sont courbés par terre. Bon, il y a un moment donné dans notre monde contemporain où aussi il faut travailler sur les nouveaux outils, du matériel adapté pour cela. On peut aussi se tromper. On peut se tromper de qualité de matériaux, on peut se tromper où sont les carrières. Alors peut-être que l'on peut identifier des carrières par rapport au savoir-faire dans des lieux précis, mais bon, si on veut se lancer dans une production de briques de terre, il y a une chose qui est très simple, c'est de faire un minimum de petits tests très simples qui permettent déjà de vérifier à un premier niveau la faisabilité de l'utilisation d'une terre. En tout cas, si on a plusieurs terres sur lesquelles on hésite, on peut très facilement faire des comparaisons avec des petits tests. Alors, je reviens de Yazd en Iran, où en fait les collègues se posent la question de comment ils vont arriver à fabriquer toutes les briques dont ils ont besoin pour faire des travaux de restauration. Et ils voient bien que la fabrication traditionnelle est un petit peu compliquée. Et en fait, ils m'ont amené là tout récemment, et c'est un des exemples de choses qu'on est amené à rencontrer, c'est des briqueteries de briques cuites. Où en fait, les techniques, on voit là ici une technique de moulage qu'on appelle à coups de sable, mais avec des matériaux qui ne sont pas forcément faits pour de l'adobe, puisqu'ils sont cuits, donc on n'a pas forcément les mêmes choix de terre, même si dans certains cas, et notamment dans la région toulousaine, je crois qu'on utilisait à peu près les mêmes terres, et on cuisait ou ne cuisait pas en fonction des types d'utilisation qu'on allait avoir. Donc on voit ici, par exemple, en haut à gauche, là, du matériel qui permet justement de faciliter le malaxage, qui est une des opérations les plus compliquées pour la fabrication des briques. Alors, facilité pour fabriquer les briques, mais aussi relative facilité pour la maçonnerie, et notamment quand les gens sont qualifiés. Donc là, on a quelques images de la ville de Djenné, où on voit carrément voler les paniers avec du mortier. C'est vrai qu'il y a une espèce de facilité de mortier. On a, avec de l'adobe, pas forcément besoin d'énormément de précision. On a souvent des briques qui sont assez massives et qui permettent un travail très très rapide. Même un militaire qui passait par là, volontiers mettait la main à la pâte. Et c'est vrai que bon, on peut se débrouiller relativement facilement à faire de la maçonnerie, quoique après il y a aussi tout un tas de détails et de tours de main dès qu'on veut faire des choses un petit peu plus compliquées. Mais enfin voilà, on a ici le chantier de la Maison des Jeunes à Djenné, où on a fait toute une réhabilitation sur la base d'une documentation assez précise que l'on avait, qui a pris environ 4 mois de travail. Donc vous voyez que c'est des choses que l'on peut faire quand même relativement rapidement. Je ne parle pas des études qui ont pris quand même un peu plus de temps. Voilà quelques exemples de projets de restauration assez importants qui ont été faits ces dernières années. On a là ici je ne sais pas si c'est une ville ou un village de Diraya, à côté aidez-moi, de Riyad en Arabie Saoudite.
La ville de Ghadamès, donc on a eu à faire un certain nombre de travaux de restauration il y a une dizaine d'années. On voit qu'on a des projets qui peuvent être assez rapidement menés et avec des résultats très visibles. C'est quelque chose qui est assez courant avec l'architecture de terre, mais ce qui est aussi malheureusement assez courant, c'est est-ce qu'on a bien pensé à tout, et donc notamment à bien retrouver tous ces éléments dont j'ai parlé tout à l'heure de conservation préventive. C'est qu'est-ce qui fait que cette architecture va pouvoir durer. Et donc on voit ici divers types de dégradation, essentiellement liés au concept bon chapeau. Est-ce qu'on a un bon chapeau, ou est-ce que la pluie n'est pas suffisante pour avoir besoin d'un bon chapeau, et bonne botte, c'est-à-dire donc éviter tout ce qui est les stagnations d'eau et les remontées capillaires. Alors tout ça nous a mené dans notre parcours sur ces questions de conservation à aller très à fond sur la compréhension des circonstances et processus de dégradation, c'est-à-dire vraiment aller au-delà du simple constat de pathologie et d'éviter d'avoir ce genre de tableau qui traîne encore toujours un peu trop pathologie, comment je répare. C'est vraiment d'essayer de tirer les fils et de remonter plus loin. Alors il y a eu plusieurs approches. Anne Bourgès tout à l'heure nous a montré la réflexion à l'intérieur de la matière. Nous, en tant qu'architectes, on s'est plus intéressé justement à la question de l'architecture qui protège et éventuellement de l'entretien, puisque à un moment donné, les architectures peuvent avoir été conçues de façon à être entretenues régulièrement, et c'est notamment le cas de cette image que vous avez vue plusieurs fois aujourd'hui, celle de la mosquée de Djenné, dont l'architecture n'a de sens qu'avec un entretien régulier qui est fait. On dit souvent annuel, c'est un peu faux, c'est tous les 2 ou 3 ans en fonction du niveau de dégradation. Toute la communauté se rassemble, là c'est un acte collectif où on va réenduire cette mosquée, et donc tous les poteaux en bois qu'on voit sortir partout sont des échafaudages, et la logique de cette architecture n'est pas une logique statique, on est en face de bâtiments vivants. Donc ça fait partie des spécificités de l'architecture de terre qui ne sont pas toujours bien comprises, mais c'est que ça peut être des monuments qui bougent, voilà. C'est leur nature. Et donc, ça pose quand même un certain nombre de questions par rapport à leur méthode de conservation. Alors, on voit ici quelques problèmes. Donc, je rentre de Yazd, je suis rentré hier matin, en fait. De choses très typiques, mais qu'on a vu tout à l'heure déjà avec la brique cuite, où, en fait, alors c'est y compris, donc on cherche à améliorer un environnement. On fait des pavages, c'est parfait, on marche sur des pavages qui sont très confortables, mais on met en danger en fait les structures sur le côté, puisque l'eau, au lieu d'être éloignée des bâtiments, va se retrouver dans les bases des murs, les rendre humides, et donc on assiste à des dégradations, alors plus ou moins prononcées. Une des façons les plus intéressantes de bien comprendre ces phénomènes, il faut avoir un petit peu de chance aussi, c'est de se retrouver dans un endroit quand il pleut, voire même quand il neige, pourquoi pas. C'est là où on voit véritablement tout ce qui se passe. On voit les niveaux parfois surprenants de montée des eaux. On voit les écoulements, est-ce qu'ils sont bien faits ou pas bien faits. Donc c'est très très parlant. On voit aussi de façon très, très claire l'humidité. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont assez intéressantes. Il y a un constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, les savoir-faire sont un peu en train de se perdre. On perd aussi les traditions, les choses sont de plus en plus monétarisées. On cherche à aller un petit peu plus vite et les choses ne sont pas toujours faites très correctement. Pour moi, Yazd en Iran, c'est un des sommets de l'architecture de terre crue, terre cuite d'ailleurs, puisque les deux sont utilisés de façon conjointe, mais on voit des choses comme ça. Ça veut dire aussi que tout ce qui était la formation traditionnelle se perd de plus en plus. Et puis on se met aussi à utiliser des matériaux, comme on voit ici sur la voûte, ici une couverture en pax-alu, donc qui n'est pas du tout adaptée à de l'architecture de terre, et qui, dès qu'elle commence à fissurer un petit peu, engendre des dégradations dramatiques. Alors, pour donner aussi d'autres exemples de réalisation, donc je vous amène
en Égypte sur le Ramesséum, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, où il y a les fameuses voûtes, et je reviendrai dessus un peu plus tard. On a un principe assez intéressant de protection des maçonneries qui sont révélées, c'est de tout simplement reconstruire des murs juste au-dessus. Donc en fait, on garde les maçonneries anciennes qui sont mises à jour et on construit au-dessus de façon à faire des protections. Donc, alors c'est très bien fait au Ramesséum, puisqu'on voit des escaliers qui sont faits, donc ça donne vraiment une bonne impression en plan de la façon dont toute cette architecture de terre accompagnant l'architecture de pierre était conçue. Alors je vous ai mis là 2 photos de travaux. Alors c'est des travaux d'aménagement et pour faciliter l'accueil, pour se déplacer dans le site. Et en fait, bon, on s'aperçoit que malgré toute l'attention qui est donnée par les archéologues, et c'est un des plus beaux projets d'ailleurs de conservation que j'ai vu en Égypte, donc vraiment bien réalisé, il y a un certain nombre de choses qui sont moins bien maîtrisées. Il faut dire qu'en Égypte, il pleut une fois à Luxor, il pleut une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, donc on oublie un peu qu'il peut y avoir des pluies, voire même des très fortes pluies. Et en fait, il faut comprendre ce genre de choses, c'est qu'en fait, dans les milieux désertiques, il y a toujours un moment où il y a des pluies très très fortes. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que cela peut arriver. Et donc, avec des questions qui sont toujours les mêmes. J'ai des grandes aires comme ça qui vont récupérer de l'eau. Où va-t-elle? Et là, en l'occurrence, donc le mur qu'on voit ici en train d'être construit va bloquer l'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'humidité va rentrer, on va avoir des dégradations en surface, on va avoir des infiltrations d'eau à l'intérieur. Sur des murs épais comme ça va rester très très longtemps. Et donc, on peut avoir des dégradations relativement importantes. D'autres questions aussi sont que on finit à l'horizontale. Donc, c'est très joli, ça donne une très belle impression. On a une lecture du plan extrêmement précise. En termes d'observation du site pour un visiteur, c'est un procédé qui est vraiment extrêmement intéressant. On a aussi une relative bonne protection. On voit ici les 2 types de maçonnerie, la maçonnerie originale en bas et puis la maçonnerie qui a été rajoutée au-dessus, donc il y a une certaine visibilité. Mais on voit aussi que là, il y a eu une petite pluie et qu'en fait, quand c'est plat, c'est jamais plat. Et qu'on amène toujours l'eau avec une concentration à certains endroits et que ça forme des dégradations. Alors bon, il y aurait X façons de résoudre ce problème, voire même d'ailleurs de réfléchir à l'idée d'une éponge, avec peut-être du sable à l'intérieur des joints, des choses comme ça, qui soient capables d'absorber l'eau et de la rejeter pendant un certain temps. Donc des réflexions à avoir. Alors, c'est des considérations sur d'autres sites à Luxor qui ont été prises en compte avec ici la mise en place d'un mortier en surface de ces murs. Alors là, c'est pareil, on a une assez bonne lecture du plan, mais au bout de quelques années, on voit que c'est en fait assez catastrophique. Et donc, tous les traitements qui ont été faits comme ça finissent à avoir des dégradations relativement fortes en haut du mur et puis sur les côtés. Alors, quelques exemples de mesures préventives simples, c'est déjà drainer les ruissellements. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis au point depuis assez longtemps. C'est d'aménager tous les abords des bâtiments de façon à ce que l'eau soit éloignée des bâtiments. Voilà ici un exemple de bâtiment alors qui était pas en adobe celui-là, mais que je trouve assez clair, où en fait on a des pratiques de balayage notamment près des bâtiments. On balaye toujours depuis un bâtiment vers l'intérieur de la cour en Afrique, et ça finit par creuser et donc faire des zones de stagnation d'eau aux abords des bâtiments. Et donc un travail qui a été fait sur ce monument-là spécifique, c'est de redresser les pentes et de les remettre dans un état qui permette l'éloignement de l'humidité des bâtiments. Alors, d'autres types de réparations qui ont éventuellement plus de vocation structurelle peuvent poser problème. On voit en haut à gauche plus des problèmes de tassement d'une maçonnerie, puisqu'une maçonnerie en terre a ce défaut, je ne sais pas si c'est un défaut, mais par nature se tasse. On a le mortier qui diminue, mais je pense que la brique cuite, ça se fait aussi. Donc il faut anticiper le fait que la maçonnerie va
diminuer de hauteur. Et donc, on verra la solution tout à l'heure, c'est de travailler de façon très lente. Et puis, il y a aussi cette difficulté pour un restaurateur de se dire, bon, ben, je vais casser la partie existante de façon à bien la marier avec marier la partie nouvelle avec la partie ancienne. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne tient pas forcément très très bien. Alors David vous a montré le cas de BAM que l'on voit ici à droite, où en fait on s'aperçoit qu'il y a eu une volonté de ne surtout rien toucher de la matière originale, donc d'avoir un maximum de réversibilité, en tentant de respecter au mieux les règles internationales en matière de conservation. Mais en fait, on s'est rendu compte au moment du séisme qu'il n'y a rien qui a tenu, quoi. Il n'y avait absolument aucun mariage entre les parties anciennes et les parties nouvelles, et du coup, il n'y a eu aucune stabilité de ces parties nouvelles, d'où cette destruction très très importante, en fait, qui a été constatée, entre autres. Alors qu'on a eu la chance, avec mon collègue Sébastien Morizet, de travailler à Tombouctou dans les années 90, avec la corporation de maçons de Tombouctou, et le seul outil qu'ils avaient à l'époque, qu'on voit ici à gauche, c'est un grand bâton avec un couteau au bout, et c'est pour couper. C'est pour couper, c'est pour casser, et en fait, ils réparent beaucoup les bâtiments, ils savent les réparer, et en fait, leur façon de procéder quand ils réparent, c'est de vraiment purger, de nettoyer, et de faire des harpages extrêmement forts et marqués entre les parties anciennes et les parties nouvelles. D'où cette idée que l'on a, nous, quand on intervient sur l'architecture de terre, de ne pas hésiter non plus à un moment donné, trouver les moyens de mieux marier l'ancien avec le neuf. Alors c'est un peu controversé, mais c'est vrai que si on veut que ce soit solide, c'est uniquement comme ça qu'on peut faire. Alors, il y a d'autres exemples qu'on voit ici où on essaye de vraiment nettoyer, d'intervenir avec des grilles plastiques pour faire des bons harpages aussi, comme recommandent notamment les Péruviens sur les préparations antisismiques des bâtiments. On voit ici mieux là la grille plastique qui permet de faire donc une bonne suturation de fissures et avoir quelque chose qui soit stable dans des environnements avec risque de séisme, puisqu'on se doit aussi quand même de protéger les gens. Voilà ici l'exemple comment reprendre une base de mur. Donc, éviter d'aller trop vite, donc de faire 3-4 rangs chaque journée, de façon à bien laisser sécher et qu'on ait un bon harpage. Et aussi bien préparer donc le haut de la reprise, de façon à pouvoir rentrer en force la dernière brique qui va faire la liaison entre le nouveau et l'ancien. Je vous montre un exemple de projet de restauration du temple bouddhiste que l'on a fait à Faya Stepa en Ouzbékistan. Donc c'est une dizaine d'années où on voit donc qu'on s'est débrouillé pour à la fois la base de mur et le haut des murs, de bien découper l'existant de façon à ce qu'il y ait un mariage solide qui soit fait entre les parties anciennes et les parties nouvelles. Faya Stepa, c'est un endroit où il peut y avoir de la neige. On ne s'est pas permis du tout de faire à plat comme il était demandé. On a fait une forme arrondie, qui est une forme qui a une durabilité beaucoup plus longue qu'une forme plate et qui permet d'avoir une répartition de l'humidité et de la neige extrêmement... une très bonne répartition et du coup une dégradation aussi minimale. Et puis on voit aussi le plan de drainage général avec des puits perdus pour les parties intérieures. Alors, il y a aussi des questions sur les sites archéologiques, notamment de lecture des interventions. On voit ici le cas de Pachacamac au Pérou, où donc on essaye de rendre visibles des interventions. Le problème avec ça, c'est que c'est pas toujours compréhensible, pas toujours non plus très compréhensible ni visible pour un visiteur. On voit ici là en haut des parties réparées, des parties pas réparées, et puis après des choses qui amènent probablement un peu de confusion, c'est créer des escaliers comme ça où on ne sait plus si c'est la pyramide, si c'est le mur. Enfin, pour quelqu'un qui visite et qui n'est pas professionnel, c'est pas évident du tout d'arriver à interpréter ce genre de reconstruction. Et donc je reviens au Ramesseum de Luxor tout à l'heure. En fait, il y a donc ces fameuses voûtes sur lesquelles l'équipe en place essaye de commencer à réfléchir. Et en fait, ils se sont trouvés devant un peu une impasse où ils n'arrivent pas très bien à utiliser la même interprétation qu'ils avaient pour les murs, c'est-à-dire rajouter 4 à 5 rangées de briques pour protéger donc ces murs et avoir une visibilité. Comment mettre cela en place pour
pour les voûtes. Et en fait, ils n'ont pour le moment pas trouvé de solution. Bon, il manque un peu de moyens aussi pour vraiment tester ces choses-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il a fallu arrêter ce projet-là, puisqu'en fait, il y avait une confusion des maçons ils remontaient les murs au niveau des voûtes. Voilà, donc il y avait vraiment des confusions. Et donc là, on a des choses sur lesquelles il faut encore progresser. Alors, le sommet de la confusion, c'est ce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps à Médina Tabou, c'est aussi à Luxor, où là, on ne comprend plus rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez un peu le micmac, je passe assez vite. C'est vrai que ça devient... Alors, les briques sont fantastiques, mais le résultat est, pour moi, complètement incompréhensible. Alors, ça fait des jolis tableaux, éventuellement, quand on photographie de près, mais c'est quand même vraiment un peu bizarre. Donc, il faut aussi, quand on fait des choses, être attentif et probablement, je pense, pas trop laisser la liberté aux maçons de faire ce qu'ils ont envie, mais de faire un bon suivi. Alors, en conclusion, donc, la terre, c'est un matériau qui est fragile. C'est important de toujours s'en rappeler. Quelle que soit la qualité de la terre, on a toujours un certain niveau de fragilité. Et donc, restaurer une structure en adobe n'est pas toujours aussi simple qu'il paraît. Donc, tout cela demande du coup beaucoup de méthodes. Je considère pour moi que la terre, et s'intéresser à la terre, puisque c'est tellement fragile, ça permet d'être très pédagogique. Et pour moi, quelqu'un qui sait faire de la terre, après, il peut faire beaucoup d'autres choses, parce qu'en fait, il faut être tellement attentif à tous les détails que ça forme après à l'utilisation d'autres matériaux. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait, pour répondre, donc concevoir un projet avec l'idée de la prévention des risques de dégradation, donc avoir une compréhension très approfondie de ces risques en avance, de bien comprendre aussi les principes de durabilité d'origine de ce bâtiment, de l'état actuel et comment est-ce qu'on peut, ou pas d'ailleurs, les restituer et prendre en compte donc les résultats de cette analyse. Un des points importants, c'est de mettre en balance le respect des principes de conservation, notamment de réversibilité et de visibilité de l'intervention, avec celui de l'efficacité technique qui est nécessaire. Et aussi penser donc au suivi à long terme et éventuellement à l'entretien, qui peut d'ailleurs, et ça c'est très important de le prendre en compte, peut faire partie aussi donc de l'essence même de ce bâtiment. Et puis pour ouvrir le futur, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, parce qu'il y a énormément de variantes de systèmes constructifs, des témoignages de l'ingéniosité humaine extraordinaire. Il y a de plus en plus aussi d'expériences de restauration. Donc en fait, on peut aussi aujourd'hui tirer les leçons de ce qui a été fait, de ce qui marche bien, de ce qui marche moins bien. Donc on a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aussi de tous ces travaux qui ont été faits depuis une vingtaine, trentaine d'années. Et il y a des choses, et j'ai pas le temps, mais j'ai anticipé, et beaucoup de tendances aussi à substituer avec des briques cuites. Et ça fait un peu recette magique, et notamment dans les pays où la brique cuite existe et est produite de façon industrielle. Et il y a des choses très bien et des choses qui sont assez catastrophiques. Voilà, merci de votre attention. Bonjour. Moi, je vais moins parler de patrimoine parce que l'objectif... ce dont je vais vous parler, en fait, ça s'inscrit dans les recherches qui m'ont conduit ces 3 dernières années, et entre autres le travail de thèse qui était que je viens de soutenir la semaine dernière, qui était construire en terre d'excavation un enjeu pour la ville durable. Et la thèse que j'ai présentée, en fait, a exploré les potentiels d'utilisation des terres de déblai comme matériau de construction et a examiné la pertinence d'une valorisation de cette ressource pour une construction soutenable dans le contexte français actuel, avec un focus plus particulier sur la région parisienne. Donc, par contre, ce qui fait le lien entre ce travail et peut-être les expériences qui ont été montrées sur les questions de patrimoine, c'est que toute cette recherche, en fait, a dû traverser à la fois des questions à la fois de ressources, de transformation de cette ressource et par la suite d'architecture. Donc déjà, dans un premier temps, en fait, pour poser un peu le contexte, les terres de déblai, ce sont en fait des quantités de terre qui sont extraites de la ville en permanence. Aujourd'hui, sur le Grand Paris, on recense à 20 millions de tonnes de terre de déblai extraites chaque année.
Et à cela va s'ajouter en plus les travaux du Grand Paris Express. Donc déjà, on peut identifier 2 types de terres, notamment les terres qui sont liées aux travaux d'extraction des terrassements conventionnels d'un bâtiment. Par exemple, quand on creuse un bâtiment qu'on construit nouveau, on réalise souvent des espaces qui sont enterrés, des parkings ou des archives. Et donc là, par exemple, le projet du Palais de Justice de Paris par l'architecte Renzo Piano, il y a eu d'abord un gros trou qui a été réalisé. Et d'autres terres de déblais qui proviennent aussi de tous les travaux d'infrastructure, que ce soit le creusement des métros ou des réseaux d'assainissement qui sont nécessaires en fait au fonctionnement de la ville. Donc effectivement, le contexte aujourd'hui est encore accentué par la mise en chantier de ce projet du Grand Paris Express, avec le creusement, la réalisation de 200 km de voies avec 68 gares, qui devrait générer de 30 à 40 millions de tonnes, on ne sait pas encore exactement, sur une dizaine d'années. Et là, donc, vous voyez le projet d'ampleur, et ici, ce sont des photos, effectivement, de creusement des gares du Grand Paris Express, et ici, les terres qui proviennent des futurs tunneliers. Donc peut-être avant de pouvoir explorer qu'est-ce qu'on peut réaliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces terres, il faut déjà comprendre quelle est la nature géologique du sous-sol du bassin parisien. Et donc le bassin parisien, en fait, comme tout le monde le sait, c'est un bassin sédimentaire qui s'est constitué en différentes strates qui sont déposées au cours des différentes aires géologiques. Et ainsi, on a en fait différentes couches de matériaux avec des natures relativement différentes. Pour expliquer cela, ça a une réelle importance dès lors qu'on projette en fait de valoriser ces terres, parce que lorsqu'on réalise un terrassement, on peut très bien finalement extraire différentes couches de terre, les séparer pour pouvoir en réaliser des gisements de différentes natures, que ce soit à la fois des limons ou des argiles, de la craie, du gypse ou calcaire. Et après, ces différents matériaux peuvent être remélangés ou recomposés ou tout simplement réutilisés pour faire des matériaux de construction. Donc là, l'architecture de terre, les connaissances de la construction en terre ont un panel de techniques assez large qui vont du pisé, des enduits, la terre coulée, des panneaux de terre, la terre allégée, des blocs de terre comprimés, des adobes, voilà. Donc la première année de la thèse en fait a été consacrée à explorer un peu ce potentiel de recomposition de cette terre sous forme de matériaux de construction. Est-ce qu'on pouvait en faire des matériaux de construction? Et ça a été présenté au cours de l'exposition au pavillon de l'Arsenal, terre de Paris, donc avec à la fois l'agence Joly Loiret et puis le Amaco aussi. Donc, à la suite de ça, j'ai mené aussi un travail d'enquête sur le terrain, d'aller auprès des acteurs pour identifier les sites, les gisements qui étaient potentiellement intéressants pour pouvoir comprendre cette filière de gestion des terres de déblais. Donc ici, on voit sur la carte, par exemple, en bleu, ce sont tous les ports qui servent à regrouper ces terres de déblais qui sont extraites dans la ville, puis qui sont mis en barge pour être acheminées. Les points rouges, là, ce sont les plateformes de tri. Donc, il y en a 2 principales qui regroupent plusieurs entreprises, une à Gennevilliers et une à Bonneuil-sur-Marne. Et on voit en orange, là, les points de sites d'enfouissement qui sont les destinations définitives de ces terres de déblais. Voilà. Donc, il y a toute une filière qui est structurée autour de cette gestion et cette évacuation des terres de déblais. Et entre autres, une des étapes aussi a été d'identifier donc ces différents acteurs et ces différentes étapes qui vont de l'extraction, le regroupement, le tri de ces terres, leur transport, et puis l'enfouissement dans les ISD, donc les stockages de déchets inertes. Donc, une des étapes aussi a été d'identifier quels étaient les points stratégiques pour pouvoir collecter ces terres et pour pouvoir réimaginer de pouvoir les valoriser au travers de chaînes de production. Donc là, on s'attache finalement à définir
comment la valoriser, comment la produire, par quelle technique, et trouver les acteurs qui fonctionnent. Et donc, pour vous gâcher un peu le suspense, la brique, en fait, la brique se positionne relativement bien dans cette logique, notamment par le fait que certaines autres techniques de construction de terre, comme le pisé, on le voit, sont faites majoritairement sur site, plus rarement en préfabrication. Mais la brique, le fait que le processus de production soit dissocié du processus de mise en œuvre du matériau facilite du coup la mise en place de chaînes de production et de valorisation de ce matériau pour après pouvoir l'utiliser dans plusieurs projets. Donc, une des premières pistes de valorisation a été développée avec Bellastock, notamment sur le projet d'usine mobile, qui a permis de produire 20 000 blocs pour le festival Bellastock 2017 à la base, et qui vont être réemployés dans un projet à Stein. Donc là, le gisement de terre provenait donc des centres de tri de Gennevilliers et était valorisé sur l'île Saint-Denis, donc sur le projet d'usine mobile, et par la suite donc dans un projet de ferme urbaine pour les locaux administratifs de la ferme urbaine à Stein. Donc on se rend compte qu'on arrive à créer des dynamiques locales et retrouver finalement une ressource qui provient d'une certaine proximité avec une mise en œuvre dans un rayon en tout de 10 km. Donc un autre projet, donc, qui est un projet financé par l'Europe, qui est porté par la mairie de Sevran et Grand Paris Aménagement, et qui regroupe 14 partenaires, et de passer à une échelle un peu plus importante de production, avec notamment la mise en place de 3 lignes qui vont produire 6 matériaux différents. Et là, on retrouve à nouveau effectivement la brique, que ce soit le bloc de terre comprimé ou le bloc extrudé. Et donc l'idée ici est effectivement d'avoir des produits qui sont caractérisés avec une fiche technique et qui puissent du coup être valorisés dans un nombre plus important de chantiers sur le Grand Paris. Donc là, ici, la matière est prélevée directement sur le site de la gare, du creusement de la gare de Sevran, du Grand Paris Express, et valorisée sur la manufacture qui est juste à côté. Et donc, l'idée, effectivement, est de pouvoir diffuser ces matériaux sur d'autres projets sur Paris. Une des autres stratégies qui est mise en place aussi est de s'appuyer à la fois sur les artisans qui fabriquent de la brique cuite, parce qu'il est assez simple, quoique c'est pas aussi simple qu'il en paraît, hein, de ne pas cuire ces briques cuites et du coup passer dans leur processus de production. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé avec la briqueterie de Wulf et donc qui est localisé à Allonne. Donc Allonne, briqueterie de Wulf, qui est un peu en dehors de Paris. On a pour le moment peu de briqueterie traditionnelle en fait dans la proximité du Grand Paris, ce qui oblige à aller un peu plus loin. Et une autre encore stratégie est aussi de s'appuyer là sur les savoir-faire des industriels du bloc ciment et entre autres leurs processus donc calibrés, industrialisés, qui leur permettent de produire des plus grandes séries de briques. Et donc ça, c'est un projet qui est mis en place avec l'EPA-Marne et l'industriel Alkern et qui valorise un gisement qui est localisé à Montry, dans une production qui est installée à Lagny-sur-Marne pour un premier projet qui sera à Chanteloup-en-Brie. Donc là, on voit encore une logique d'acteurs locaux qui se met en place dans un rayon de 15-20 km. Donc après, effectivement, la question de l'industrialisation, c'est pas non plus quelque chose de nouveau pour les produits terre crue. Ça fait déjà quand même 20 ans que l'entreprise Cletec en Allemagne commercialise des produits en terre crue. Mais ce qui change vraiment dans cette logique-là du Grand Paris, c'est la question effectivement du réemploi de ces terres d'excavation, qui vient apporter quelque chose de nouveau. Donc peut-être en bref comparatif, vous avez déjà entendu parler de la technique du pisé ce matin, qui permet effectivement d'avoir des murs massifs qui sont souvent appréciés pour la construction de bâtiments publics, parce que c'est une technique qui coûte un peu plus cher et du coup il faut que l'enveloppe financière des bâtiments puisse absorber ce coût-là.
Il y a aussi, on retrouve aussi énormément de maçonnerie de remplissage qui pourrait être fait à la fois avec de la terre allégée, mais aussi des maçonneries de petits éléments. Et donc la brique qui, elle, est en cours, toutes les productions que je vous ai montrées, là, finalement, elles sont toutes centrées autour de la brique, hein, on le voit, parce que c'est quelque chose qui est relativement facile à produire et à caractériser aussi, et du coup, plus facilement diffusable après sur des chantiers. Et puis après, on a aussi un autre gros potentiel qui est sur tous les enduits et les finitions, où là, on a quand même... aujourd'hui, ça représente 80% des matériaux qui sont commercialisés sur les matériaux en terre. Donc, on est vraiment en fait dans une dynamique. Là, les procédés de production que je vous ai montrés, c'est des initiatives que j'ai pu observer et accompagner au cours de ces 3 années de thèse. Et là, on est vraiment dans une phase où on voit apparaître la conception de projets contemporains qui intègrent de la terre crue à l'intérieur dans le Grand Paris. Donc, on a le projet Manufacture sur Seine avec 50 000 m² de plancher. Et, le projet porté par EPAMAN de 56 logements à Chanteloup-en-Brie et le groupe scolaire de Nanterre qui est là bientôt en cours de finalisation. Pour venir un petit peu sur les projets en terre contemporains, je voudrais juste montrer cet exemple du projet du pôle culturel de Cornebarieux, donc par l'architecte Philippe Madec. Et donc, ce projet illustre bien en fait la tendance actuelle, qui n'est pas de penser un projet contemporain qui serait conçu entièrement en terre, entièrement porteur en terre et tout ça. L'idée est effectivement plutôt de travailler sur un mix de matériaux et une combinaison. Entre autres, là, on voit le plan du bâtiment où la terre est localisée uniquement à des endroits où il permet de faire une masse et d'apporter du confort à l'intérieur du bâtiment. Et donc c'est la combinaison à la fois d'autres matériaux, donc entre autres ici c'est du bois et avec le matériau terre. Rapidement, on a fait aussi un travail, donc ça c'est plus avec l'unité de recherche et des acteurs grenoblois, on a fait un travail effectivement de guide de préconisation pour comment valoriser ou comment utiliser le matériau terre avec d'autres matériaux dans des opérations par exemple de logement social. Ça a été un travail qui a été mené avec le bailleur social grenoblois Actis et financé par la Caisse des dépôts et des consignations. Et voilà. Et donc après, tout aussi un travail sur la démarche en fait de projet, parce qu'aujourd'hui, avec notre mode de fonctionnement pour des projets contemporains, conventionnels, que ce soit au niveau de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, on a un mode de fonctionnement qui est parfois compliqué et sur lequel il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, que ce soit au niveau du choix du bureau de contrôle, où il faut qu'il soit réceptif vis-à-vis de l'utilisation de ce type de matériaux, ou après le fait de pouvoir intégrer l'entreprise le plus rapidement possible et même essayer de la faire participer dans les phases de conception. Voilà, donc ça c'est des points aussi qu'on a essayé de mettre en avant dans ce travail. Je vous remercie.